Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. La nuit dernière, c'était une pleine lune, qualifiée de super lune, une expression qui laisse déjà présager qu'elle n'était donc pas comme d'habitude. Et pour couronner le tout, elle était bleue. Avant d'expliquer tout cela, lançons le générique. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Dans ce 31e épisode, qui est un hors-série, c'est l'occasion d'expliquer ce que sont ces superlunes et plus globalement toutes ces lunes bizarres qui font d'ailleurs souvent les gros titres des médias. Je vais d'ailleurs lancer plusieurs sujets sur des phénomènes plus ou moins médiatiques pour démêler le vrai du faux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre d'épisode qui vous intéresse. Dans cet épisode, je vais rester le plus global possible, de façon à ce que les éléments indiqués soient plus ou moins intemporels. Donc sauf date vraiment exceptionnelle, vous n'y trouverez donc pas d'éphémérides des prochaines lunes bizarres. Elles seront signalées, comme à l'accoutumée, dans mes éphémérides mensuelles. La superlune, plus grande et plus brillante. Qu'est-ce donc que cette superlune ? L'origine de cette expression est assez incertaine, mais la plus communément admise est celle de l'astrologue Richard Noll, qui en 1978, dans un magazine, l'a définie ainsi. Une nouvelle lune, ou pleine lune, qui se produit lorsque la lune se trouve au plus près de la Terre, ou presque, à 90% au moins de la distance Terre-Lune la plus courte sur une orbite donnée. Une définition qui reste très vague, mais aussi controversée et peu logique, car si en effet les astrologues utilisent pour leur symbolique la position des planètes et de la Lune dans le zodiaque, ils ne prennent pour autant pas en compte la distance de ces astres dans leur interprétation. N'étant pas astrologue, celles ou ceux parmi vous qui le sont, comme par exemple Véronique Wagner, pourront confirmer ou pas cette affirmation. La NASA, en 2011, a clarifié cette définition de la superlune comme étant la distance d'une pleine lune qui est inférieure à 359 000 km de la Terre. Plus généralement d'ailleurs, on parle de pleine lune de périgée, et sur un plan strictement astronomique et scientifique, on devrait plutôt parler de la pleine lune de Périgée-Syzygie du système Terre-Lune-Soleil. Voilà, ça c'est fait, vous pourrez le ressortir pour briller en société comme on dit. Alors, expliquons tous ces termes. Le terme de périgée déjà, eh bien c'est lorsque la Lune est au plus proche de la Terre, c'est-à-dire à environ 363 000 km de la Terre. D'ailleurs à l'opposé, lorsque la Lune est au plus loin de la Terre, c'est-à-dire à 405 000 km, eh bien on parle d'apogée. Donc on voit que l'orbite de la Lune, elle est elliptique. Les chiffres que je viens de donner sont vraiment des ordres de grandeur. Je ne vais pas chercher à donner des chiffres exacts, ça ne sert à rien car d'une orbite à l'autre, c'est-à-dire d'une lunaison à l'autre, eh bien ces chiffres varient un petit peu. Ensuite, la durée de l'orbite lunaire, elle est de 27 jours et 8 heures, c'est-à-dire le temps qu'il lui faut à la Lune pour faire un tour complet autour de la Terre. Ce que vous observez sur les calendriers, eh bien, et notamment dans le ciel, c'est que vous avez une même phase de Lune tous les 29 jours et 12 heures, on parle de période synodique. Parlons maintenant du terme de syzygie. Eh bien, la syzygie, en astronomie, c'est un alignement astronomique entre au moins 3 corps célestes. Les conjonctions et oppositions, ce sont aussi des syzygies. Exemple, l'opposition de Jupiter, eh bien c'est tout simplement la syzygie du système Soleil-Terre-Jupiter. Alors pour autant, dans le cadre des conjonctions-oppositions, je n'ai jamais entendu parler de syzygie dans ce cadre-là. Quelles sont les conséquences de tout cela ? Eh bien, lorsque la pleine lune est au périgée, donc au plus proche de la Terre, elle est aussi plus grosse. Alors, si on prend comme référence le moment où elle est au plus loin de la Terre, c'est-à-dire à l'apogée, ça fait 14% de différence, mais c'est environ 8% si on prend la valeur moyenne de la distance Terre-Lune. Et ça, c'est invisible à l'œil nu.
est-ce que vous vous souvenez de la taille exacte de la Lune il y a 6 mois, c'est-à-dire lorsque la pleine Lune était la pleine Lune la plus petite, visuellement parlant, dans le ciel? Eh bien non, cette différence est trop peu importante. Mais qui dit plus proche, dit aussi fatalement plus lumineuse. C'est-à-dire de l'ordre de 30% par rapport au moment où elle est à l'apogée, et par rapport à sa distance, on va dire moyenne, eh bien c'est de l'ordre de 15%. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque invisible. Pour autant, des fois, notamment quand le ciel est vraiment très limpide, on a cette impression que la pleine lune était vraiment hyper lumineuse, hein, hyper grosse entre guillemets, d'où cette impression. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez peu perceptible. D'ailleurs, même en dehors des superlunes, notamment en hiver lorsque la lune est haut perchée dans le ciel, avec un ciel parfaitement limpide, hein, par exemple avec toute l'humidité qui est tombée au sol, eh bien on a aussi cette impression d'une lune particulièrement brillante. Et pour autant, c'est pas forcément une superlune. Par ailleurs, on parle beaucoup des superlunes, c'est-à-dire des pleines lunes qui se produisent au moment du périgée. Vous aurez noté dans la définition de Richard Noll tout à l'heure que ça serait aussi le cas lorsque la pleine lune, elle est en face de nouvelles lunes. Ah bah oui, mais on n'en parle pas. Et pour cause, c'est que c'est pas très vendeur pour les médias puisque la nouvelle lune ne serait pas visible dans le ciel. Pour autant, je n'ai pas trouvé dans la presse ou même dans des articles scientifiques de nom qui serait donné à la pleine lune d'apogée. Alors pourquoi pas lancer la mode de la pleine lune rikiki? Soyons fous. Ces superlunes, elles interviennent quand? À quelle fréquence? Eh bien c'est un phénomène qui en réalité est tristement banal puisqu'il se produit tous les 413 jours, c'est-à-dire tous les 1 an, 1 mois et 18 jours. Par contre, il y a un phénomène de superlune qu'on appelle les superlunes ultimes qui, elles, sont vraiment exceptionnelles. Et ce sont les superlunes dont la distance Terre-Lune est inférieure à 356 400 km. Alors la dernière à s'être produite, c'était le 4 janvier 1912, avec une distance Terre-Lune de 356 375 km. Le 19 décembre 796, c'était le record de la Lune la plus proche de la Terre. Elle était à 356 355 km. Pour ce 21e siècle, la distance Terre-Lune la plus courte se produira le 25 novembre 2034 avec une distance de 356 445 km. Elle ne sera donc pas une superlune ultime, à 45 km près, c'est ballot. Et pour connaître la date de la prochaine superlune ultime, il vous faudra être un petit peu patient. Ce sera le 1er janvier 2257 avec une distance Terre-Lune de 356 372 km. D'ailleurs, ces phénomènes de superlune ultime sont en voie de disparition, tout simplement parce que la Lune s'éloigne de la Terre à raison de 3 cm par an. Les couleurs bizarres de la Lune. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, cette superlune, elle sera aussi bleue. Alors qu'est-ce donc que toutes ces couleurs bizarres que peut avoir la Lune? Y a-t-il du vrai, y a-t-il du faux? Eh bien, déjà reparlons de la pleine lune bleue. C'est un nom dont l'origine est très incertaine, avec des sources très diversifiées. Alors, celle que l'on a le plus communément comme source pour l'origine de ce nom, c'est l'expression anglaise « on the blue moon », qui est un petit peu l'équivalent de l'expression française « tous les 36 du mois », c'est-à-dire des événements extrêmement rares, voire impossibles. Sur un plan plus factuel, l'almanach royal anglais avait pris pour habitude de donner un surnom ou un nom aux pleines lunes. Par exemple, la pleine lune de septembre, eh bien c'est la pleine lune des récoltes. Du fait que une même phase de lune se produit tous les 29 jours et 12 heures, eh bien on peut avoir 2 pleines lunes dans un même mois calendaire. La première pleine lune, par exemple du mois de septembre, serait donc la pleine lune des récoltes, mais quel nom donner à la deuxième pleine lune du mois?
Et l'almanach a tout simplement pris pour habitude que la deuxième pleine lune d'un même mois calendaire serait surnommée la pleine lune bleue. Tout simplement parce que la couleur dominante de cet almanach était bleue. Et c'est un phénomène qui se produit tous les 2 ou 3 ans en moyenne. Et évidemment, coupons court à cette expression puisque, sauf évidemment à prendre des substances un petit peu bizarres, vous ne verrez jamais la pleine lune bleue dans le ciel. Passons maintenant à la pleine lune de sang. Alors ça c'est un terme vraiment astronomique et en fait c'est tout simplement la couleur que prend la pleine lune lorsqu'elle est éclipsée, c'est-à-dire lors d'une éclipse totale de lune. C'est donc pendant cette période de totalité d'une éclipse de lune, une couleur bien visible et bien réelle, contrairement à la lune bleue de tout à l'heure. Mais alors pourquoi la lune prendrait-elle une couleur aussi rouge lors des éclipses de lune ? C'est tout simplement parce que l'atmosphère de la Terre va faire en fait un tour de physique et non pas de magie. C'est tout simplement que les rayons du soleil qui vont frôler la Terre, l'atmosphère va jouer le rôle de prisme, les rayons rouges vont être déviés vers l'intérieur de la Terre et donc donner une couleur très rouge orangée au cône d'ombre de la Terre. Et à l'opposé, les rayons bleus vont être déviés vers l'extérieur. Pour rester dans les mêmes tons de couleurs, parlons de la lune rousse. Alors là, c'est plus du tout un terme astronomique, mais plutôt une expression qui nous vient du jardinage, puisque la pleine lune qui suit Pâques est souvent cataloguée de la pleine lune rousse. Pourquoi ? Parce que c'est une période, au printemps, où il peut y avoir des gelées matinales qui vont roussir les bourgeons. Or, si ce phénomène se produit aussi en période de pleine lune, le matin, la pleine lune va être à l'horizon, elle va se coucher, et elle va s'observer d'une couleur très rousse, orangée plutôt, pas vraiment rouge. C'est le même phénomène que pour la pleine lune de sang. Les rayons rouges vont être déviés vers le sol, du côté du sol, et c'est d'ailleurs vrai aussi pour le lever et le coucher du soleil. Et puis la mémoire sélective humaine va faire le reste, puisque à chaque fois que vous observerez des bourgeons qui ont roussi par la gelée, notamment au printemps, vous allez vous dire « Ah oui, tiens, ça marche !» Mais pour toutes les pleines lunes qui se produisent à l'horizon, donc au lever ou coucher du soleil, et lorsqu'il n'y aura aucune gelée matinale, par exemple en été, ou bien tout simplement en automne, où il peut quand même y avoir des gelées, mais où il n'y aura pas de bourgeons, vous ne ferez pas cette non-relation avec la pleine lune rousse. Alors ensuite, il y a aussi une couleur un petit peu particulière, c'est la pleine lune rose. Cette pleine lune rose, elle nous vient en fait tout simplement des noms des pleines lunes dont j'indiquais tout à l'heure en référence à l'almanach anglais. C'est la pleine lune d'avril. C'est la pleine lune qui correspond à la floraison du Phlox subulata, qui est donc une plante nord-américaine, et c'est le nom de pleine lune rose nous vient d'ailleurs de tribus nord-américaines, de tribus indiennes nord-américaines. Et enfin, pleine lune cendrée. Alors on parle d'ailleurs de lumière cendrée et non pas de pleine lune cendrée, on va dire sur un plan plus astronomique. C'est tout simplement lorsque le premier ou le dernier croissant lunaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une toute petite portion de la lune qui est éclairée par le soleil, la majeure partie de la lune est dans l'ombre, mais on la voit quand même un tout petit peu, et c'est tout simplement parce que la lune est éclairée par la lumière du soleil qui est réfléchie vers la lune par la Terre, qui elle est très brillante. Si vous connaissez d'autres lunes bizarres, que ce soit leur couleur, leur forme, je ne sais trop quoi, et des lunes dont je n'aurais pas trouvé existence, notamment dans les médias, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires, j'irai regarder et évidemment je vous tiendrai au courant, ou je ferai un petit ajout, ou j'expliquerai ça peut-être dans un autre épisode. J'espère que cet épisode hors série sur les lunes bizarres vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ce podcast, quelles que soient les plateformes utilisées.
pour ne manquer aucun des prochains nouveaux épisodes. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information et me suivre sur les réseaux sociaux. Vos retours sont précieux pour me permettre d'améliorer le contenu de ce podcast. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos idées de sujets. Pour terminer, j'ai en préparation un autre épisode sur un sujet d'actualité astronomique qui devrait sortir dans les prochains mois. On se retrouve à la fin du mois pour les éphémérides du mois d'octobre, qui sont en préparation et qui ne manqueront pas d'intérêt. D'ici là, restez curieux, restez émerveillés, et n'oubliez pas, le soir ou le matin, de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, et même à l'œil nu.